Et en fait, aujourd'hui, je vais vous expliquer un des avantages de créer une fiducie pour y transférer vos actifs. Mais tu sais, avant de parler de la raison d'être de la fiducie, je vais aborder une réalité qui peut sembler un peu exagérée ou tirée par les cheveux, mais reste que dans les faits, faut réaliser qu'il n'y a rien qui nous appartient vraiment. Tu sais, ni même votre argent, ni vos placements, ni votre maison. Et pourquoi je dis ça, c'est que dès que vous refusez de suivre les directives du gouvernement, ils peuvent geler votre compte de banque, ils peuvent saisir n'importe quoi qui est à votre nom. Et là, on s'entend, là, je suis pas en train de dire que on devrait pas arrêter les criminels ou que les lois ils servent à rien. C'est pas ça l'idée. En fait, mon inquiétude vis-à-vis le système judiciaire, ça vient du fait que le gouvernement, il peut inventer des nouvelles lois au fur et à mesure et nous, de notre côté, il faut s'y conformer sans dire un mot, juste à regarder ce qui s'est passé pendant la pandémie avec l'obligation du port du masque, le passeport vaccinal, les couvre-feux. Je tiens à préciser que là, l'idée, c'est pas de débattre de l'efficacité des mesures sanitaires. Tu sais, le point, c'est que on nous a imposé des restrictions dans chaque aspect de notre vie et ceux qui ont décidé de protester par rapport à ça, par exemple les camionneurs qui ont manifesté à Ottawa, eux autres, ils ont fait face à des conséquences immédiates. T'sais, on parle d'amende, on parle d'arrestation, mais il y a également des gens qui ont vu leur compte bancaire gelé sans aucun avertissement. Donc imaginez un peu, tu sais, c'est votre argent, vous l'avez travaillé, vous l'avez déposé à la banque, puis là, ultimement, tu réalises que t'as pas vraiment le contrôle là-dessus parce que elle est pas dans vos poches, elle est dans un compte qui est à l'intérieur d'une institution bancaire qui, lui, doit suivre évidemment les consignes du gouvernement. Donc, peu importe qui vous êtes, rapidement, on pourrait retirer vos ressources si jamais on juge que vous respectez pas les lois. Puis tu sais, le gouvernement, c'est pas trop compliqué. Il fait un appel, il envoie une lettre, puis votre banque, tout d'un coup, elle va geler votre compte. Vous pouvez plus payer vos factures. Vous pouvez plus retirer d'argent non plus. Puis tu sais, comme je vous dis, la justification, il se base sur les lois. Et c'est là que le problème peut résider parce que les lois, évidemment, c'est le gouvernement qui les crée, c'est le gouvernement qui les vote et qui les impose. Donc, c'est lui, au final, qui décide qu'est-ce qui est légal puis qu'est-ce qui est illégal. Et c'est également lui qui va les appliquer et qui va les faire respecter par le biais à travers les forces de police et le système de justice. D'ailleurs, il existe tellement de lois puis de réglementations aujourd'hui que c'est quasiment impossible de toutes les connaître. Tu sais, si on regarde une étude de l'Institut Fraser, au Canada, il y a des milliers de lois qui sont votées ou modifiées à chaque année et pourtant, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est un peu contradictoire parce qu'honnêtement, chaque jour, on fait probablement quelque chose d'illégal sans même le savoir. Tu sais, prenez par exemple le code de la route. Je vous garantis que n'importe quel citoyen ordinaire, un citoyen honnête, il peut pas respecter parfaitement le code de la route en tout temps. Pourtant, théoriquement, dès qu'on sort des barèmes préétablis par le code de la route, ça peut nous exposer à une contravention. Mais tu sais, dans la vraie vie, c'est sûr que premièrement, ça dépend de l'ampleur de l'infraction, là, on s'entend. Ça dépend aussi du bon sens du policier. Mais reste que si on décidait d'appliquer le code de la route à la lettre en permanence, tout le monde serait coupable quelque part dans le temps. C'est pratiquement impossible de respecter tout ça de façon constante. À chaque fois que le gouvernement il va créer un nouveau projet de loi ou mettre en place un nouveau cadre réglementaire, ils vont toujours utiliser le motif de vouloir protéger le citoyen, protéger le consommateur, protéger les personnes âgées, etc. C'est comme ça qu'ils justifient la plupart des lois. C'est toujours avec l'intention de venir nous protéger. Je donne un exemple. Moi, je peux pas me démarrer un fonds d'investissement privé avec des particuliers qui ont écouté mon podcast puis qui voudraient que je gère leur argent.
je veux pas le faire, mais même si je voudrais le faire, je peux pas juste ouvrir une compagnie puis commencer à faire ça. C'est illégal de cette manière-là. Si je veux faire ça, ben il y a un paquet de réglementations à respecter. Il y a les permis à l'autorité des marchés financiers. Il y a les régulations avec l'OCRCVM. Il y a également les barèmes par rapport au type d'investissement que je peux faire à l'intérieur du fonds, le prospectus, etc. Dans les débuts de Warren Buffett aux États-Unis, ben c'était parfaitement légal d'ouvrir une entreprise pour créer l'équivalent d'un fonds commun de placement. En fait, c'est comme ça qu'il a commencé à bâtir sa fortune avant d'acquérir Berkshire Hathaway. Et encore une fois, le raisonnement, c'est de protéger les petits investisseurs contre les arnaqueurs qui s'improviseraient gestionnaires de portefeuille. Et on s'entend, c'est pas complètement absurde non plus de mettre une espèce d'encadrement dans cette industrie-là, sauf que si tu pousses tellement ce type de réglementation-là et que tu rajoutes un paquet de lois puis un paquet de contraintes, ça se peut qu'à un moment donné, tu viennes brimer des opportunités d'affaires honnêtes qui seraient probablement plus intéressantes et plus rentables pour les petits investisseurs. Il faut comprendre que c'est pas juste dans le monde de la finance. On peut voir un paquet d'entités gouvernementales qui mettent en place des cadres réglementaires dans toutes sortes d'industries. Tu sais, dans la construction, il y a la Régie du bâtiment du Québec, la RBQ, il y a aussi la CCQ, il y a la CNESST. Du côté des ordres professionnels, il y a l'OPQ, qui est l'Office des professions du Québec, qui vient superviser les médecins, les avocats, les ingénieurs, etc. Bref, chaque industrie devient extrêmement réglementée, tout le monde est surveillé. Puis, encore une fois, c'est toujours avec la même justification qui est pour la protection du grand public. Mais en même temps, il faut réaliser qu'au travers de tout ça, toutes ces organisations-là, le gouvernement se bâtit d'autres sources de revenus sous forme de licences qu'on doit payer à chaque année. Puis en plus, ben, il crée d'autres emplois dans le secteur public parce que logiquement, ben, il faut des employés dans ces organisations-là. Dans le fond, ils payent des fonctionnaires que leur job, c'est de s'assurer que les compagnies privées respectent l'ensemble des normes et des règlements imposés par l'État. Donc, en rajoutant des lois, tu peux créer d'autres emplois. Puis tu sais, c'est pas des emplois nécessairement productifs du point de vue économique. Je suis pas en train de dire que les fonctionnaires travaillent pour rien, mais tu rajoutes quand même des éléments bureaucratiques, de la complexité et des barrières à l'entrée dans toutes sortes d'industries. Et le plus troublant là-dedans, c'est qu'il n'y a aucune limite à la création de nouvelles lois. Des décisions qui affectent directement notre quotidien, ces décisions-là sont souvent prises sans consultation citoyenne. Tu sais, par exemple, si demain matin, le gouvernement décidait d'interdire toute publicité sur les réseaux sociaux parce que il considère qu'il y a trop de propos mensongers ou de désinformation en ligne, si une loi comme ça est adoptée, ben ça pourrait ruiner des entreprises du jour au lendemain, ça pourrait être une catastrophe économique pour des milliers d'entrepreneurs qui dépendent de ce type de marketing-là. Et la justification, encore une fois, ce serait de dire que c'est plate, c'est malheureux au niveau des conséquences financières, mais la pub sur Facebook, ça laisse trop de place à des arnaques ou à des fraudes pour que le gouvernement puisse permettre que ce type de publicité-là continue. Et on peut pousser ça plus loin. Il pourrait même en venir à restreindre l'écoute de certains podcasts qu'ils jugent comme étant de la désinformation ou du type de contenu qu'eux autres veulent pas voir exprimé par d'autres personnes que des professionnels. T'sais, imaginez-vous, en 2026, le gouvernement interdit la publication de podcasts sur la finance ou l'investissement à moins d'être certifié par telle ou telle organisation, puis de devoir payer un permis annuel de podcasteur financier, et il servira encore de la justification pour ce type de loi-là, pour venir protéger le grand public, pour pas que le citoyen, le consommateur se fasse avoir par des propos mensongers ou par des personnes mal intentionnées. Mais le point à retenir avec tout ça, c'est que au final, c'est pas nous
qui décidons, on n'a pas réellement de mot à dire par rapport aux lois et que du jour au lendemain, votre industrie, votre entreprise, votre emploi ou même votre liberté, ça pourrait être affecté par une nouvelle législation. Et c'est pas comme si c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que les dirigeants exagèrent au niveau des lois. Je prends l'exemple de l'empereur Tiberius Claudius, à l'époque évidemment de l'Empire romain, et les dirigeants ont créé des lois spécifiquement pour protéger le pouvoir de l'empereur. Ces lois-là rendaient criminelles certaines critiques ou certaines actions qui pouvaient être interprétées comme étant irrespectueuse envers l'empereur ou menaçante par rapport à la stabilité de l'État. En fait, c'était très vague comme loi et ils se sont servis de ces lois-là comme prétexte pour accuser, emprisonner et confisquer les biens de personnes qui étaient considérées comme oppressantes pour le régime de l'Empire romain. Dans les faits, c'est juste une remarque ou une critique envers les décisions de l'empereur, ça pouvait être interprété comme un acte de trahison. Donc c'est déjà arrivé que les dirigeants se servent de lois pour venir appliquer un contrôle exagéré au niveau de la population. Et là, sûrement que vous vous dites, Alex, là, arrête de capoter un peu, on n'est plus à l'époque des Romains. Maintenant, le gouvernement, il peut plus t'accuser pour rien. Pour te condamner, il faut que tu aies fait un crime puis qu'il y ait des preuves. Et c'est là que vous vous trompez parce que au niveau des lois fiscales, les lois fiscales, ils ne suivent pas les mêmes principes que les lois pénales. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais Revenu Québec soupçonne que vous avez pas assez déclaré de revenus ou qui juge qu'il pourrait avoir quelque chose de non conforme dans votre déclaration d'impôt, c'est à vous de prouver qu'eux autres se trompent. Autrement dit, il n'y a pas de présomption d'innocence quand tu deals avec les autorités fiscales. En fait, tu es coupable jusqu'à preuve du contraire. Donc, si jamais Revenu Québec remet en question tes revenus, tes dépenses ou tes déductions, c'est à toi de fournir tous les documents nécessaires comme les relevés bancaires, les factures, les contrats, tout ça pour en fait prouver que les montants déclarés sont réels. Et tout ça, évidemment, ça prend du temps, c'est stressant, ça peut même coûter de l'argent s'il faut que tu impliques ton comptable dans le processus. Et bref, même si tu as toujours fait toutes tes déclarations comme du monde puis que tu es quelqu'un de 100% by the book, Revenu Québec ou l'ARC, ils peuvent te contacter puis te dire que suite à leur vérification, ils estiment que tu leur dois 200 000 $. Et là, après ça, comme je vous dis, c'est à vous de prouver le contraire. Fait que c'est là que tu fouilles dans ta paperasse puis qu'il faut que tu ressortes des vieilles factures de là 5-6 ans. Ce type de vérification-là puis le travail de votre côté à prouver votre innocence, c'est un vrai carnage. Donc tout ça pour dire que pour la plupart d'entre nous, on n'est pas des bandits, fait que on s'imagine un peu à l'abri de tout ça. On a l'impression que personne ne peut prendre nos biens ni notre argent pour aucune espèce de raison valable. Mais il faut garder en tête que notre liberté puis notre droit de propriété, c'est toujours conditionnel et que finalement, comme je l'ai dit au départ, il n'y a rien qui nous appartient vraiment. Et ça a l'air quasiment philosophique dit de même, mais je donne un autre exemple. Disons que vous avez acheté une maison, que vous êtes passé au notaire, que vous avez un prêt hypothécaire à la banque, tout vous porte à croire que vous détenez réellement votre propriété, votre maison. Encore là, oui et non, parce que si on se fait aux papiers légaux, oui, la maison et le terrain, tout ça, c'est à ton nom. Par contre, pour pouvoir continuer d'habiter là, t'as les taxes foncières à payer à chaque année. Fait que finalement, c'est un peu l'équivalent de louer indéfiniment ton terrain à la ville. Évidemment, il y a quand même une bonne raison derrière ça, dans le sens que tu habites dans une ville qui est desservie par des services publics. C'est normal que tu payes ta part pour les déneigeurs qui enlèvent la neige dans les rues, puis les éboueurs qui viennent ramasser tes vidanges à chaque semaine. Mais il n'en demeure pas moins que même si tu as remboursé la totalité de ton hypothèque, la journée que tu refuses de payer les taxes, peu importe ton motif, tu peux finir par perdre ta propriété. T'sais, on s'entend, là, c'est vraiment
en dernier recours que la municipalité peut entamer des procédures de saisie de votre propriété, mais ça pourrait se rendre là. Et là, je parle de taxes foncières, mais en fait, ça peut être n'importe quoi. C'est en fait, dès que tu refuses de suivre les consignes, ça peut être aussi banal qu'un ticket de parking que tu pognes à Montréal. Tu sais, si tu refuses de le payer, ben ils vont t'envoyer des avis de non-paiement, ils vont ajouter des frais de retard et des intérêts, puis après ça, si tu payes jamais, ils vont transférer ça à Revenu Québec pour recouvrement. Et c'est là que le pouvoir du gouvernement embarque parce que si la dette reste impayée après les avis de recouvrement, Revenu Québec peut imposer une saisie sur votre salaire ou vos prestations gouvernementales ou encore ils ont l'option de geler vos comptes de banque pour venir littéralement récupérer la somme qui est due. Et là, disons que sont toujours pas capables de prendre ce que vous leur devez, ben ils vont finir par mettre une hypothèque légale sur ta maison, ce qui signifie que ils peuvent demander à la cour de forcer la vente de votre propriété, tout ça parce que t'as pas payé une contravention quand t'es allé te parker à Montréal. Et là, je suis bien conscient que c'est une histoire exagérée, puis que t'as juste à payer ton maudit ticket, puis tu perdras pas ta maison. L'idée, c'est de comprendre qu'on est tous tenus de suivre les lois, peu importe ce qu'on en pense, peu importe si on trouve que ça fait du sens ou non. Et encore une fois, je le répète, je vous dis pas qu'il faut aucune loi, puis que ce serait mieux, ce serait l'anarchie partout. Je dis seulement que, en tant que citoyen, en tant que contribuable, on n'a pas tant de contrôle sur l'ampleur et la portée des lois qui nous sont imposées. Et comme les lois, ils se multiplient à chaque année, c'est impossible de suivre ça, ce qui nous met dans un environnement où, du jour au lendemain, ce qui était légal dans le passé l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc, tout ce que je vous dis, c'est qu'il faut se préparer à faire face à des modifications légales qui pourraient arriver dans le futur avant qu'il y en ait une qui vous touche directement ou indirectement. Et c'est là que du point de vue légal, une fiducie, ça peut devenir utile. Et encore une fois, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Là. Créer une fiducie, c'est simplement une manière d'ajouter une couche de protection autour de ce qui vous appartient. Parce que oui, tu peux utiliser une société de gestion, communément appelée un holding, pour détenir des actifs sans que ça soit à ton nom personnel, mais ultimement, les biens sont directement au nom de l'entreprise, puis tu es un actionnaire de l'entreprise. Donc oui, il y a certains avantages fiscaux à faire ça, mais un holding, c'est pas le même niveau de protection qu'une fiducie. Et sans aller trop loin dans la forme juridique de la fiducie, faut comprendre que l'un des principaux avantages d'une fiducie, c'est justement de protéger vos actifs contre la saisie. Et comment ça marche, c'est que vous créez une fiducie comme constituant et vous nommez des fiduciaires qui, eux, gèrent les actifs pour le bénéfice de d'autres personnes. Ces autres personnes-là s'appellent des bénéficiaires. Évidemment, le bénéficiaire, ça peut être vous. Et ensuite, ben, vous transférez la propriété légale de vos actifs à la fiducie, qui, elle, c'est une entité distincte. Et comme ça, ben, vous n'êtes plus légalement le propriétaire de vos actifs. Et ça veut dire que dans la plupart des cas, vos biens sont protégés de saisie parce que techniquement, ils ne vous appartiennent plus. Ils font plus partie de votre patrimoine personnel. Mais attention quand même, il y a des limites légales à la fiducie. En partant, il faut qu'elle soit créée d'avance parce que faut que tu fasses ça avant que tu aies des dettes ou n'importe quel problème financier pour que ça puisse fonctionner. Dans le sens que tu peux pas te servir d'une fiducie pour échapper explicitement à ceux que tu dois de l'argent ou à ceux qui veulent te saisir. Et l'autre chose, c'est que la fiducie, elle doit être irrévocable parce que, dans le cas inverse, si vous gardez le droit de récupérer vos biens, ce qu'on appelle une fiducie révocable, ben, dans ce cas-là, ça ne protège pas vos actifs contre les créanciers. Et là, j'en profite pour faire un petit disclaimer. Je suis pas un avocat, je suis pas fiscaliste non plus. Donc, avant de décider de créer une fiducie, ben, parlez à des professionnels pour vous faire accompagner dans le processus, comprendre les coûts qui sont liés à ça et surtout,
pour vous assurer que ça vaut la peine de le faire et que ce soit structuré de manière à justement à éviter des conséquences légales. Bref, j'espère que vous avez bien compris que l'objectif, c'est simplement de réaliser que ce que vous faites aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, ça pourrait devenir réglementé ou carrément interdit dans le futur. Donc là, je parle de podcast, mais ça peut être des activités commerciales, ça peut être la façon que vous faites vos activités commerciales. Il faut comprendre qu'il peut arriver dans le futur des contraintes, donc il faut se préparer à cette possibilité-là. Et l'autre chose à comprendre, c'est que tout ce qui vous appartient, que ce soit votre argent, vos placements, vos biens, votre maison, ça peut être saisi par le gouvernement du moment où vous ne suivez plus le cadre légal qu'il décide de mettre en place. Donc, à ce moment-là, vous avez le choix. Vous vous préparez à cette éventualité-là ou potentiellement, quelque part dans le temps, vous êtes pris au dépourvu. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de la fiducie. Encore une fois, le but de la fiducie n'est pas d'être frauduleux, ce n'est pas non plus d'échapper à des créanciers. L'idée, c'est de transférer vos actifs à une fiducie. Comme ça, personnellement, vous n'êtes plus propriétaire de rien. Donc, vous n'avez plus rien dans votre patrimoine personnel. Donc, c'est une des manières de pouvoir vous protéger contre la saisie. Évidemment, si vous êtes un criminel ou vous faites des activités frauduleuses, il n'y a rien qui va vous sauver contre ça. La forme juridique de la fiducie, c'est vraiment pour une protection des actifs. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je termine là-dessus. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.